Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Aujourd'hui, nous allons interviewer quelqu'un qui est un pratiquant d'arts martiaux, mais qui est aussi et surtout un pratiquant de shiatsu, Olivier Vaillant. Bonjour Olivier, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît? Alors, salut Marvin. Écoute, donc, Olivier Vaillant, hein, tu m'as présenté effectivement. Je suis praticien en shiatsu, praticien et également formateur, professionnel. Alors, je tiens beaucoup à le préciser parce que le monde du shiatsu est quand même principalement amateur. Moi, je suis professionnel à temps plein, c'est mon unique activité. Voilà, je consacre tout mon temps à ça. Je suis donc installé en Normandie, sur la périphérie caennaise. Et un petit peu en ruralité quand même. Je trouve ça important, la ruralité, pour apporter justement le shiatsu en dehors des grandes villes, pour côtoyer d'autres formes de problèmes des personnes, pas mal des agriculteurs par exemple, des gens qui font les 3-8, voilà, ce genre de choses, plutôt que la simple, les plus simples habitants en ville, qui ont aussi leurs problèmes, hein, évidemment, mais qui présentent d'autres formes de pathologies. Et puis avec maintenant, en plus avec le télétravail, on retrouve un peu les mêmes formes de pathologies aussi dans nos campagnes maintenant, problèmes de lombaires, etc., les douleurs de dos, les tendinites du poignet, l'excès d'ordinateur, etc. Donc voilà, et donc aussi fondateur de l'ENTS, qui est l'école, qui était anciennement l'école normande de thérapie shiatsu, et qui depuis quelques mois s'est transformée en école nationale de thérapie shiatsu, puisque j'ai mon acolyte Piotr Novak, qui certains ont peut-être dû voir sur les réseaux, qui est praticien shiatsu également, qui en plus est élève et enseignant de Kishinkai, du fameux Léo Tamaki, et donc qui a créé sa section également dans les Ardennes, là où il habite. Donc voilà, on a par chance le NTS, l'acronyme collait bien avec le thème national, puisqu'il a décidé d'ouvrir aussi sa branche à lui, là, à l'instant, là, pour la rentrée. Donc voilà, transformation de l'ENTS de Normandie à national avec la branche normande et Ardennes. Et d'ailleurs, comment on rentre dans le monde du shiatsu? Ah, très bonne question. Comment on rentre dans le monde du shiatsu? Tu l'as bien dit, hein, moi je suis pratiquant d'arts martiaux. Bon, c'est pas un scoop, hein, je vais avoir 42 ans, j'ai pas honte de cacher mon âge. Ça fait maintenant un petit peu plus de 30 ans que je pratique les arts martiaux, j'ai commencé très jeune. Euh, la pratique, on va dire, du corps, autant du point de vue martial, en même temps soigner, traiter les gens, ça arrivait très tôt en fait dans la pratique martiale par le karaté. Je pratiquais le karaté Shotokan vraiment à l'ancienne, du style Oshima. Voilà, Sensei Oshima qui a été un des derniers élèves vivants encore actuels de Funakoshi, autant du père que du fils, hein, et des Gami Sensei. Il a encore ce côté très traditionnel du karaté Shotokan. Et donc, à la fin des cours, quand j'étais jeune, ado, on finissait souvent les cours par un peu de massage, de mobilisation articulaire, tout ce qu'on va dire reboutement, hein, replacer les vertèbres. Enfin, quand je dis replacer, bon, c'est des termes un peu populaires. On ne replace pas des vertèbres, ça ne se déplace pas des vertèbres, mais voilà. C'était toutes ces questions de reboutement. Et puis, tout ce qu'il y avait aussi par rapport aux chocs, aux lésions, les points de compression, les techniques de réanimation, ce genre de choses qu'on avait. Alors, je me rappelle très bien lorsque sur quelques fois des Mawashi-geri ou des Maegeri un petit peu trop bien placés, parce qu'en plus à l'époque, une unité, c'était sans protection, hein. C'était intégral, c'était au contact et sans protection. Donc bon, c'était pas rare de prendre un mauvais coup de coude sur le tibia, par exemple.
ou sur le dos du pied. Donc voilà, ça arrivait automatiquement. L'enseignant venait, il plaçait ses 2 pouces dans l'hématome. Alors ça fait très mal, je le constate. C'est extrêmement douloureux, mais c'est aussi extrêmement efficace, puisque en 2 temps 3 mouvements, l'hématome s'était résorbé et le lendemain, ça a évité de claudiquer en fait, quoi. Donc toutes ces choses-là, je les ai donc faites depuis l'adolescence. Et puis, c'est vraiment au hasard. Dans mon parcours martial, après le karaté, je suis passé à l'aïkido pendant un stage avec le célèbre Toshiro Suga. Il y avait pendant la pause du midi, il y avait un pratiquant qui était là et qui en fait avait proposé une initiation au shiatsu. Donc il y avait les choix. Soit les élèves repartaient tranquillement sur leur pause de l'après-midi, faire une petite sieste, se balader. Soit on pouvait rester pour la pratique du shiatsu. Donc moi j'ai dit bon bah je vais voir ce que c'est. J'avais aucune idée, j'avais jamais entendu parler de shiatsu. Hein. Je ne connaissais absolument pas du tout. Malgré le fait que tu déjà fait un peu de shiatsu dans le karaté, on t'avait jamais prononcé le mot shiatsu. Non, alors c'était pas du shiatsu. D'ailleurs, il n'y avait pas de terme. Hein, tu sais, ça faisait partie vraiment des pratiques anciennes, vraiment des arts martiaux. Hein. Alors, on peut parler souvent ce qu'on appelle aussi tout ce qui est les kapo, tu vois, les Hmm. techniques de regroupement, kapo-jutsu. On a pas mal aussi ce qui se pratique, ce qui se pratiquait beaucoup au Japon, ce qui se pratique encore, la judothérapie, par exemple. Hein, c'était pareil, hein, c'était Hmm. pas spécialisé pour les pratiquants de judo au Kodokan. Pour les reboutements aussi, exactement. Le parcours de karaté, je ne sais pas si tu as lu le livre de Funakoshi, hein, Karaté Hmm. d'occurrent, à la fin du bouquin, hein, il est expliqué tous ces principes de points vitaux, etc. Hmm. Donc ça faisait partie hein, du panel, hein, du cursus dans le karaté de Shima. Le Shima, si je ne te dis pas de bêtises, pour être 5e dan, parce qu'on ne peut pas aller au-dessus de 5e dan. Shima a obtenu son 5e dan de Funakoshi. Il Hmm. estime que il n'a pas le droit de décerner des diplômes, enfin des grades au-delà du 5e dan. Hmm. Donc, il ne faut pas dire de bêtises, pour obtenir le 5e dan, il faut connaître les points vitaux, les dénominations, comment les frapper, mais aussi comment les traiter. Hmm. Voilà, donc ça fait partie du cursus du Shotokan Shima. Donc, mais ça n'avait pas ce nom-là, si tu veux, c'était comme ça. Hmm. C'était dans la pratique et puis. Oui, voilà, on ne se posait pas la question, c'était dans la pratique, ça se venait instantanément. Bon, c'était une façon de se faire du bien après les entraînements qui duraient souvent plus de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, voire un peu plus des fois, qui étaient très intenses, dans des conditions pas toujours adéquates. Ça, je te dis, c'était les années 90, donc Hmm. bon, on n'a pas toujours les balles non plus, même si alors, ça fait un peu langage d'ancien. Mais oui, ouais, c'est vrai qu'on pratiquait un peu à la dure, quoi. C'était les footings sur la plage, c'était les footings pieds nus, n'importe quelle condition. Hmm. Et puis c'était dans un gymnase municipal avec un chauffage qui fonctionnait quasiment jamais. Il faisait aussi froid dedans en hiver que dehors. Jamais de tatami, puisque c'était toujours embêtant de poser les tatamis au sol. Ça Hmm. perdait du temps. Et puis pour la stabilité, c'était pas le plus recommandé non plus. Sans compter aussi bah, les orteils qui pouvaient se prendre dedans. Enfin, tout ça, c'était pas. Donc ça fait du bien effectivement ces petits 5-10 dernières minutes avant le Hmm. salut final de massage, de rééducation, des choses comme ça. Et donc voilà, shiatsu pendant ce stage d'aïkido. Et là, bon, je vais employer le terme, même si c'est un peu alambiqué, mais j'ai dit c'est un satori quoi, presque. Hein. Une révélation. J'ai eu un grand tilt dans ma tête. Et là, j'ai dit mais c'est génial ce truc, je veux absolument faire ça. Ça a vraiment été une révélation, vraiment. Hein. Hmm. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, pour tout dire, moi, mon parcours avant, dans les arts martiaux, de toute façon, à cette époque-là, je travaillais, hein, comme tout le monde, métro, boulot, dodo. Je travaillais dans le transport, l'organisation de la logistique routière européenne. Euh, J'étais pas mal en questionnement vis-à-vis de ma vie, de mon métier, qui était très intéressant. Mais bon, bon, tu bosses comme un dingue, quoi. Hein. Tu bosses pour une boîte américaine, hein, en plus. Donc, autant dire avec tout ce que ça engage derrière. Ça a pris pas loin de 2 ans quand même à réfléchir. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste dans les choses qui m'impliquent vraiment, que ce soit dans ma pratique martiale, mais bien sûr maintenant dans le shiatsu. Je cherchais vraiment en fait à trouver la personne qui allait me convenir le plus. Hmm.
Alors, à cette époque-là, en France, il y avait déjà quelques écoles de shiatsu. Maintenant, il y en a énormément. Il y en a beaucoup plus. C'était à la fin des années 2000. Euh, il y avait pas tant d'écoles de shiatsu que ça. Et puis, j'en ai appelé quelques-unes. J'ai testé quelques-unes. Et puis, je me suis orienté sur une école sur Paris qui s'appelle l'EST, l'école de shiatsu thérapeutique de Bernard Bouéré, donc, qui, lui, a appris le shiatsu auprès de Thierry Risser. Mm. Alors, Thierry Risser, qui était praticien shiatsu, donc qui appartient à la Hakuryu. Voilà. Donc, il avait commencé shiatsu auprès de Thierry Risser, et puis il est parti au Japon, à la Hakuryu, pendant 6 mois, je crois. Ça devait être tout début des années 80, de mémoire. Et puis, comme il avait déjà une formation de kiné, en plus, il avait fait de l'acupuncture sur Montpellier, ce qui était montpelliérain, à la fac de Montpellier. Voilà, il a apporté tout ça en France de retour au Japon. Et puis, quelques années plus tard, il a créé son école, donc l'EST. Et donc, j'ai contacté Bernard Boré. On a très bien collé au téléphone, ça a tout de suite matché. Donc, ce qui m'intéressait en plus, c'était cette vision martiale du shiatsu. Hein. C'est un homme, on va dire, très tonique, hein, très droit. Donc, ça me plaisait pas mal, cette approche. On a très bien fonctionné comme ça. Voilà, donc j'ai dit, bon, bah, banco, j'y vais, je m'engage. Mhm. Bah, c'est un gros travail. Ouais, c'est un gros travail. Alors, entre deux, bah, évidemment, j'avais démissionné mon poste. Hein, Mm. ça ne voulait plus. Donc, bon, voilà, j'avais tout le temps, entre guillemets. Hein, j'étais un Chinois, donc je bossais. J'ai bossé de manière acharnée, comme ça, généralement. Je suis assez acharné dans ce genre de truc, obstiné, je dirais. J'ai avalé tout ce qui se passait en shiatsu. J'arrêtais Mm. pas. Je faisais que ça, que ça, que ça, que ça, que ça. Toute la littérature. J'étais sur Internet non-stop. Tous les sites Internet qui parlaient shiatsu, médecine chinoise. Parce que le shiatsu que j'ai appris était très orienté médecine chinoise. Mm. Donc, voilà, il y avait un petit cursus médecine chinoise qu'on nous apprenait, mais à côté de ça, je poussais la chose. J'allais me documenter énormément sur la médecine chinoise, comprendre en fait les fondements du shiatsu et de toutes les médecines traditionnelles asiatiques. Et puis voilà, beaucoup de lectures. Et J'imagine. heureusement, on a Internet, hein, qui est un outil formidable, hein, pas mal de vidéos sur YouTube. Voilà, énormément de travail en arrière, ce qui est le cas du shiatsu. Hein, parce que le cursus en tant que tel de praticien shiatsu n'est pas énorme. Grosso modo, c'est à peu près 500 heures de Mhm. formation, ce qui est pas excessif. Hein. Au Japon, on est aux alentours de 3000 heures de formation sur 3 années. On est diplômé Anma Shiatsu en premier temps, Mm. donc spécialiste en massage en fait. Hein. Et c'est un cursus qui est à mi-chemin, on va dire, entre celui de kiné-ostéo et masseur, tu vois. Mm. Donc c'est beaucoup plus pointu, c'est beaucoup plus poussé. Hein. C'est du travail à temps plein, ils sont non-stop à l'école. Hein. C'est comme si tu intégrais une école de kiné, en fait, hein, sur Mm. 3 années. Donc voilà, nous, c'est 500 heures, c'est quand même beaucoup plus léger. Ça se passe souvent les week-ends. Et donc, à côté de ça, il faut que tu bosses, quoi. Voilà, tout ce qui me passait sous la main, je prenais autant en littérature qu'autant que dès que j'avais un corps disponible. Putain, là, et ma femme a fait pas mal les frais d'ailleurs. Oh, il y a pire que de subir un massage shiatsu. Oui, il y a pire, je reconnais. C'est pas toujours très agréable, hein, faut Mm. le reconnaître aussi. Hein. Le shiatsu n'est pas non plus. C'est pas un Euh, massage détente ou... Absolument pas, Mm. absolument pas. Là-dessus, on va dire, je peux être des fois un petit peu à taper dedans, mais il faut bien le dire aussi, l'idée qu'on peut avoir du shiatsu bien-être, un peu à l'idée de la calinothérapie, est intégralement fausse. Elle est fausse pour plusieurs raisons. C'est que, la première, c'est qu'au Japon, on ne se pratique pas comme ça. Mm. Et que de deux, si on veut avoir des résultats physiologiques, Durable. on est obligé de taper un peu dedans. Mm. Alors effectivement, certaines fois, ça fait un peu mal, c'est pas toujours agréable. Là, après, c'est avec l'expérience au praticien de moduler sa pression, la Mm. puissance qu'il met. Mais en moyenne, on va dire, en shiatsu, on peut aller jusqu'à 40, voire 50 kilos de pression au centimètre carré quand même. Hein. Mm.
Donc ça commence Ça à commence faire. à être, ouais. Ouais. C'est comme les ostéos, hein, on imagine souvent quelque chose d'agréable ou de kiné, Ouais. hein, Mais non, voilà, quelquefois, effectivement, les endroits douloureux, ils l'évoquent. Mais en fait, je leur dis bien, c'est pas moi vraiment en tant que tel qui vous fait mal. Moi, j'adapte. Certaines fois, je mets même très peu de pression, mais ça leur fait mal quand même. C'est parce qu'en fait, c'est leur corps qui est douloureux. Et Mm. leur corps leur dit quelque chose. C'est le principe de la douleur. C'est un message, en fait. C'est un signal que le corps envoie en disant qu'il se passe quelque chose ici qui ne va pas. Donc, voilà. Et donc, ça permet voilà, aux gens de se rendre compte un peu de leur état corporel. Et donc, voilà, maintenant, bah, c'est le style Kuretake. Hein. Je suis pleinement avec M. Okamoto, qui est une pointure, il faut reconnaître. Voilà, c'est du shiatsu purement à la japonaise, comme j'aime, c'est propre, rigoureux, c'est-à-dire que quand on met les doigts quelque part, on sait pourquoi on met les doigts. Alors, c'est une vision qui est très physiologique du corps, hein, très, entre guillemets, biomécanique, malgré que le personnage, bon, il est teinté quand même, bien sûr, il est japonais, hein, Mm. donc il a aussi toute cette tradition derrière lui, cette connaissance de la tradition. Et il est aussi pratiquant de Shugendo parce que sa famille, je crois que c'est un oncle qui était grand moine Shugendo, mais qui était aussi Robuto magnétiseur, voilà, ce genre de choses, qui Mhm. avait très ancré voilà, dans cette tradition asiatique du soin spirituel, etc. Alors lui, il le pratique. Hein, tous les matins, il jette un grand seau d'eau froide, parce qu'il habite Tokyo, donc il ne peut pas se permettre d'aller tout le temps dans la montagne, Mm. et faire son ascèse et passer sous les cascades d'eau froide. Mais tous les matins, il se jette un grand seau d'eau froide sur le corps, et voilà, en image à cette tradition. Mais il le dit bien, hein, il y a la spiritualité qui est individuelle de son côté à lui, et il y a le shiatsu. Et ce sont deux Mhm. choses pour lui qui ne doivent pas interférer. Le shiatsu est avant tout un principe, on va dire, technique, ostéopathique, biomécanique. Voilà. Et donc, quand on appuie sur une zone corporelle, quand on appuie sur un point, bah derrière, il explique très bien pourquoi par les messages nerveux, quels sont les muscles qui sont atteints, pourquoi ces muscles-là, quel impact ils ont sur le reste du corps. Donc voilà, c'est quelque chose qui me parle énormément parce que au moins on comprend, on sait pourquoi on Mm. le fait, et pas uniquement en disant bah, on le fait parce que c'est comme ça, il faut le faire, mais en même temps aussi avec une idée un peu de, je dirais, rocambolesque de cette idée de la conduite de l'énergie, enfin du ki, enfin, disons ce côté un peu mystérieux des choses, voilà, qui ne colle pas spécialement bien et que je trouve un peu facile. Mm. Oui, non, mais souvent on cache des choses derrière le mysticisme, soit parce qu'on ne sait pas les expliquer, Ouais, ou soit parce qu'on les a pas comprises. ouais, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de profond et d'intéressant, au contraire. C'est Mais c'est extrêmement pas profond. l'origine, c'est pas la source du travail. Ouais, alors c'est pas l'origine, pas vraiment, mais en même temps, bon, bah, je vais pas te l'apprendre, hein, un asiatique, un japonais, c'est très pragmatique. Hein. Mm. On le voit bien hein, dans les budo, les arts martiaux japonais, ce qui fonctionne pas, On le jette. on le jette. Tout à fait. C'est la philosophie du zen, on est pur, on coupe au maximum et on enlève tout ce qui ne sert à rien. On ne fait pas de chichi, on ne fait pas de grands gestes. Et donc, cette histoire, effectivement, de mysticisme, ok, mais voilà, ça reste à côté. Quoi. On Mm. sait que ça existe, c'est très intéressant, ça abreuve aussi pas mal de connaissances. Mais voilà, d'abord on bosse. D'abord, on prend la base. C'est ça qui me plaît, tu vois, d'abord. On prend la base Mm. et puis on bosse beaucoup la base. Moi, j'ai été formé comme ça en karaté hein, d'abord, hein, parce que j'ai commencé très jeune. Hein. Bon, un peu de judo comme tout gamin. En karaté, c'était ça. Hein. On récitait jusqu'à plus en pouvoir. Hein. Mm. C'est tout. Et après, une fois qu'on obtenait son shodan, on pouvait commencer à se permettre Mm. des choses. Au départ, absolument pas. On prend la base et puis on la récite jusqu'à ce que ça soit complètement intégré et qu'on ne se pose même plus la question de savoir ce qu'on fait. Quoi. On le sait, point barre. Mm. Alors, avant d'aller plus loin vraiment sur comment un pratiquant peut, ou quels intérêts du shiatsu pour un pratiquant, je tiens à dire qu'on fera une deuxième interview sur ben, le rapport à la pratique, comment ça peut transformer la pratique, vu que tu es aussi pratiquant. Et d'ailleurs, on devait te retrouver sur les 24 heures du samouraï pour nous soigner et nous réparer, mais on attend que ça puisse être mis en place. D'ailleurs, comment le shiatsu peut aider à récupérer un pratiquant? Est-ce que ça a un vrai rôle récupérateur ou pas du tout? Alors, là-dessus, évidemment, j'ai prêché pour ma paroisse, je vais dire oui. Bon, en même temps, je suis très honnête, je vais dire oui par expérience et je vais te dire non parce qu'en fait, on n'a aucune idée.
Je suis quelqu'un d'assez, encore une fois, pragmatique. J'aime bien, si tu veux, ce qui est très étonnant, parce que j'ai pas du tout un parcours scientifique. Je suis un pur littéraire de base, mais plus je suis rentré dans ce monde du shiatsu, plus je me suis intéressé effectivement aux phénomènes scientifiques. Mhm. Et puis j'aime bien effectivement les creuser autour des études, des études corrélées, voilà, des études valables, hein, Oui, bien sûr. pas une étude sur une seule personne, hein, chercher autour des études randomisées, etc. Avec aveugle, double aveugle, voilà. Voilà, tout à fait. Et à l'heure actuelle, on n'a rien. Hein. Faut être honnête. Hein. De toute façon, déjà, même les ostéos, ils n'ont pas grand-chose, on va dire, en répertoire. Enfin, pas grand-chose, ils ont quand même pas mal, mais c'est rien par rapport, en fait, au À la kiné, kiné. par rapport, voilà, exactement, et par rapport à la médecine dans sa généralité. Les Américains font pas mal d'études en ostéo, mais bon, d'ici à ce que ça perce aussi en France, etc. Donc, on n'a pas, si tu veux, littérature vraiment proprement parler là-dessus. Par contre, on a effectivement l'expérience pratique. Alors maintenant, à savoir, qu'est-ce qui est plus important, c'est l'expérience pratique ou est-ce que c'est les études scientifiques qui priment? Ni l'un ni l'autre, je pense que les deux sont Les deux sont viables. Hein, nécessaires et un outil, mais il ne faut pas jeter l'empirisme. Ce serait dommage de se complètement, débarrasser de l'empirisme. complètement. L'empirisme, c'est très important. C'est-à-dire, c'est l'expérience des années qui va faire qu'on va savoir si il y a une réalité au niveau de capacité physique du shiatsu. Alors, bah, pour ça, je te dirais oui. Autant dans la préparation que dans la récupération. Parce que Mm. qu'est-ce que c'est que le shiatsu? Bah, déjà, c'est un massage. Ça, là-dessus, il faut être clair hein, sur le terme. Parce que, bon, on va y avoir souvent aussi les gens un petit peu revêches qui disent non, le shiatsu n'est pas un massage. J'en ai fait partie. Hein. J'ai été premier au tout début quand j'ai commencé. On m'a dit que c'est pas un massage. Si, c'est un massage. C'est clairement dit. Il n'y a pas photo. Hein. La première chose. Le principe d'un massage, c'est le travail des mains sur les surfaces corporelles. Et bien sûr, la peau et tout ce qu'il y a à faire au tissu mou. Bon, bah, le shiatsu, c'est le cas. Hein. On n'est pas comme l'ostéopathie ou la chiropraxie où on travaille sur le système squelettique. Mm. Nous, notre travail, c'est vraiment le tissu mou. Les muscles, les tendons, tout ce qui va être le système facial, tendino-musculaire, les organes internes, et puis bah, tout ce qui se peut avoir comme rebondissement autour, donc le système neuromusculaire, lymphatique, vasculaire, etc. etc. Donc oui, c'est un massage dans ce sens-là. Là où c'est un peu moins un massage, c'est qu'il a cette particularité, c'est qu'on travaille, si on veut vraiment être purement canin en shiatsu, normalement, il n'y a pas de mobilisation, il n'y a pas de manœuvre de friction, ce genre de choses. C'est purement et simplement de la pression le long d'un cursus, voilà, selon les écoles. Ça peut être des méridiens dans certains styles, ça Mm. peut être simplement des lignes de points dans notre style, qu'importe. Le principe, c'est ça. On fait des pressions palmaires ou digitales sur des lignes de conduite du corps, qui sont des lignes musculaires, hein, plus loin. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Là-dessus, eh ben, oui, évidemment, ça a un impact sur la récupération et la préparation, parce qu'on va avoir une possibilité, du coup, d'assouplissement des tissus qui vont permettre aussi de retrouver une élasticité corporelle, une élasticité tendino-musculaire. Si un muscle est relâché, évidemment, il va être plus efficace dans les mécanismes de contraction et décontraction. Ça va relâcher du coup le jeu qu'il a créé sur l'articulation, donc tout ce qui va être dans le travail du muscle agoniste, antagoniste, etc. Quoi. La conduite du système neuromusculaire, là c'est un truc que je m'intéresse beaucoup justement, ce système neuromusculaire avec tout ce qui va être les faisceaux, les motoneurones, etc., Mm. les axones sensitifs, on s'appelle le nœud Golgi, toutes ces choses-là, Pacini, Mhm. compagnie, tout ce qui va être autour en fait de la conduction nerveuse du muscle pour envoyer des informations au système central et pour rééduquer en fait un muscle. Ça se passe comme ça en fait, hein. Mm. Il n'y a pas photo. Hein. Et comment en fait ce muscle va pouvoir être rééduqué, va pouvoir se détendre avant ou après un effort pour être le plus optimum possible. La seule chose qui me gêne effectivement, c'est que on n'a pas encore effectivement soit d'études et d'études qui pourraient dire quel type de pression il faudra adapter avant et après l'effort. Ça, c'est compliqué. Je vais te dire, ça va dépendre de chaque personne, de chaque praticien, comment il ressent en fait la personne sous la main, ce qui est vrai, parce que étant donné que c'est une méthode qui est purement individuelle, hein, chaque praticien fait sa sauce avec la personne qu'il a sous la main à l'instant T. Donc, bon,
c'est difficile de dire qu'est-ce qui ferait que. Bon, je pense que néanmoins, il y a quand même des moyens de savoir quel temps de pression, quelle force de pression on peut mettre, qui pourrait donner des informations plus ou moins importantes auprès justement de système neuromoteur, pour retrouver des influx nerveux, une élasticité, une souplesse et une réactivité vraiment du système musculaire, soit la préparation sportive, hein, soit après pour la récupération, pour le relâchement, pour retrouver en fait un étirement des faisceaux musculaires, etc. Et est-ce que du coup c'est utile, enfin c'est utile dans quelles circonstances? Par exemple, si on a un hématome, t'en parlais tout à l'heure un peu, Ouais. si on a des courbatures, est-ce qu'il y a un traumatisme plus important, comme par exemple une entorse ou quelque chose comme ça, est-ce que ça peut avoir un Ouais. impact? Alors là encore pareil, hein, tu sais, c'est comme dans les arts martiaux, hein, il y a plusieurs paroisses. Bien sûr. Le langage officiel, notamment au Japon, c'est que dès qu'il y a une lésion, on ne touche pas. Mhm. On ne touche pas pour plusieurs principes. La première, c'est qu'on laisse le corps faire ce qu'il a à faire. Il a déjà pas mal à faire avec la reconstruction des tissus lésés, Mhm. que ce soit l'entorse, que ce soit même des courbatures. Les courbatures, de toute façon, c'est un processus inflammatoire, hein. Ce sont les Mhm. lésions musculaires. Voilà, l'inflammation s'est créée dans les micro-lésions musculaires. Donc, il faut. Moi, je pars de ce principe-là aussi. Pour moi, il faut laisser le temps. Mhm. Que l'inflammation se calme pour éviter d'agiter le système nerveux et vasculaire. Voilà. Moi, c'est mon idée. Très bien. C'est-à-dire que s'il y a des courbatures, déjà en plus, presser sur les courbatures, c'est extrêmement douloureux. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai quelques sportifs, bon, très amateurs, mais j'en ai un qui vient me voir de temps en temps. Bon, bah, quand il pousse un peu trop sur la presse à quadriceps, quand il vient me voir des fois 2 jours après, bon, bah, il bouille un peu, évidemment, il est plein de courbatures et bah, la pression, bon, c'est pas top, quoi. Mhm. Et il n'est pas Euh, relâché, donc toi tu peux peut-être pas accéder à l'ensemble des tissus. ouais, je pense pas que ça soit le meilleur moment, en fait. Je pense que Mhm. le meilleur moment va être, pour moi, il vaut mieux privilégier du massage extérieur. Mhm. Les kinés savent très bien le faire, surtout les kinés du sport. Du massage californien, des choses comme ça, pour du relâchement à la pression musculaire, aider en fait à détendre les loges musculaires, la pression qu'ils peuvent avoir aussi sur le système vasculaire. Tout de suite après l'effort, on voit bien, hein, quand tu fais les sportifs pour Mhm. les cours de France, voilà, dès qu'ils ont fini, ils ont fini leur match, leur étape, quoi que ce soit, hop, ils partent au stand en fin de journée, ils vont se faire masser, hein. Mhm. Pour moi, ça c'est plus efficace que du shiatsu à l'instant T après l'effort physique, ou on va dire 24-48 heures. En revanche, entre deux, là, je pense qu'il y a une réelle efficacité. Pourquoi? Parce que le massage va être intéressant pour relâcher le système musculaire, mais là où le shiatsu va avoir un impact, c'est que par la puissance des pressions et la profondeur, il va y avoir aussi tout un jeu qui va se travailler aussi sur le système musculo-squelettique. Donc, on va avoir aussi un rajustement squelettique qui va se créer. Là où dans le massage, on est quand même nettement moins porté dessus. Mhm. Comme je disais, les dépressions shiatsu peuvent aller très très profondément. Alors surtout sur des sportifs, là, tu peux te lâcher aisément parce qu'ils ont la capacité d'encaisser, ils connaissent la douleur, ils savent ce que c'est pas un problème pour eux. Les muscles sont volumineux, ils sont même en plus élastiques, ils sont présents, donc c'est du pur bonheur, hein, un sportif à travailler. Là, tu peux lâcher les chevaux. Et derrière, il va y avoir tout ce travail justement de rééducation du système musculo-squelettique, donc rajustement des articulations, etc. Donc là, ça peut être vraiment intéressant dans un effort sportif, on va dire au-delà de 48 heures. Et en préparation sportive, alors en préparation sportive, je dirais aussi, parce que l'inconvénient de shiatsu, c'est que comme il agit énormément sur le système nerveux, il va y avoir une grosse décompression nerveuse. Donc il Mhm. faut laisser un temps. Un temps qui est minimum 48 heures après un shiatsu, si on veut être performant. Donc je pense qu'avant 48 heures avant l'effort, voilà, c'est vraiment la frontière Mhm. si on veut performer au moment du travail. 72 heures, ça serait bien, par exemple. Mhm. 72 heures avant l'effort, ça serait impeccable. Mhm. Le temps que le corps, voilà, se travaille, s'habitue et que la détente du système nerveux se fasse correctement pour pas arriver sur la ligne de départ. J'ai eu un shiatsu hier, je suis complètement stone, je suis en pleine forme, ok, mais il n'y a pas le tonus musculaire qui est Mhm. revenu parce que le système nerveux est encore en train de se paramétrer.
Donc voilà. Donc oui, oui, comme tu dis empiriquement, pour moi, il y a un réel, il y a une réelle efficacité. Je le vois. Hein. Moi, les sportifs qui viennent me voir sont extrêmement contents à chaque fois. Ils disent, ah, ça fait du bien après l'effort et même avant, ils le constatent. Hein. Ils arrivent en pleine forme au moment de l'épreuve. Mais on n'a pas assez de recul, on ne sait pas quelle est la qualité du travail qu'il faudrait faire dessus, on n'a pas la connaissance réelle derrière de la qualité de la pression à exercer, quel type de pression, comment la faire. Voilà. Alors tout ça, c'est un truc qui peut se faire. Je vois par exemple, je sais qu'au Japon, il y a des manifestations, tout ça. Il y a des recherches scientifiques au Japon sur le shiatsu, notamment ça s'appelle le Japan Shiatsu College, qui est la grande enseigne fédérale du shiatsu au Japon, qui est vraiment la grande école par référence, qui appartient à la famille Namikoshi. Ils font pas mal sur les sportifs, hein, ils font des manifestations comme ça, ils font de la recherche aussi, mais bon, ça reste de la recherche sur des cas isolés, on va dire. Voilà, comme je disais, ça ne correspond pas aux paramètres scientifiques. On prend une personne et puis on fait des tests sur elle et puis on voit bien ce qui se passe. Il y a, en référence justement à ça, il y a Maître Noda qui est en Espagne, sur Madrid, qui est le référent du style Namikoshi en Europe, qui pratique aussi dans des ateliers sur des sportifs, sur notamment je crois qu'il dernièrement, ils ont dû faire sur des footballeurs. Alors, pas de première division, ils n'ont pas eu le Real de Madrid, il ne faut pas rêver. Mais ça devait être une équipe secondaire voilà, d'Espagne, de Madrid, quelque Ça chose comme permet de se ça. faire une expérience, de se faire des idées et puis de Oui, faire oui, connaître l'idée aussi, enfin de faire connaître le principe plus largement. complètement. Oui, oui, tout à fait. Et puis en parallèle, alors les choses commencent à bouger un peu en France. Hein. Il y a l'association Shiatsu France, créée par Antoine Dinoui, qui œuvre pas mal en ce moment autour du shiatsu du sportif. Voilà, qui mobilise les adhérents à l'association à essayer de trouver du sportif, à donner des shiatsu, à avoir les feedbacks, pour commencer en fait à monter un peu une sorte de référentiel, Mm. pour l'instant qui est purement empirique. Hein. Et ça me fait penser à une question, du coup, est-ce que tout le monde peut suivre du shiatsu? Est-ce qu'on peut faire du shiatsu par exemple à une personne handicapée? Est-ce que ça pose un problème? Euh, non, non, un handicap physique ne pose pas de problème pour le shiatsu, au contraire. Mm. Au contraire, un handicap physique. Alors après, handicap physique, moi, je reçois de temps en temps, j'ai une jeune femme qui est polyhandicapée, hein, c'est sa maman qui l'accompagne, hein, elle est vraiment. Mais j'ai le retour quand même de la mère par le biais de sa fille, qui à chaque fois adore. Et même quand je le vois sur place, hein, même si c'est Mm. toujours compliqué la séance parce que on n'a pas les mêmes codes, on Mm. dialogue pas de la même façon, on peut pas parler, voilà, on peut pas échanger de la même manière, mais quelque chose qui trahit pas, c'est le langage du corps, quoi. Le langage des Mm. mains, ça, voilà, on le sent, on va le sentir sous la main, on va sentir que la personne va commencer à lâcher un peu prise, quand elle va se détendre. Alors bon, c'est jamais comme une personne adulte, lambda, on va dire, entre guillemets, mais bien sûr, le shiatsu pour une personne handicapée, c'est pas un problème. Le seul chose, tu dis, la contre-indication, c'est sur les lésions. Moi, je ne serais pas sur les Mm. lésions. Je préfère laisser le corps se reposer, travailler sur sa restructuration interne, et on voit après, que ce soit des fractures, soit des entorses. Mm. On va en fait pour un travail de rééducation sensorielle, neuromoteur, rééducation aussi posturale, etc. Pour pas surcharger en fait la personne d'informations, que son corps soit pas surchargé d'informations, qui peut être peut-être plus délétère que bénéfique Et là-dessus. c'est faux, On n'a pas de bien recul. sûr. Combien de séances de shiatsu tu recommanderais à quelqu'un qui pratique les arts martiaux régulièrement, mais qui vise pas forcément les championnats du monde? Parce Alors qu'un athlète là, de haut niveau, non, mais un athlète de haut niveau, on sait bien que voilà, c'est pas le ouais, même rythme, c'est comme pour oui, tout. ah oui, là, ça serait beaucoup plus récurrent, évidemment, hein, suite aux entraînements qui sont extrêmement compliqués, extrêmement denses et intenses. Pour un pratiquant lambda, je dirais que la moyenne, disons, ce qui est agréable en shiatsu, je pense que c'est un peu comme chez l'ostéo. Alors, les ostéos disent une fois par an, bon, ouais, je suis un peu, deux fois, je dirais un peu plus souvent quand même, parce que le corps est quand même soumis à énormément Mm. de tension hein, dans la vie de tous les jours. Je pense entre 3 et 5 séances par an, pour quelqu'un qui s'entretient, qui a connaissance et conscience de son corps, c'est très suffisant. Mm. Alors souvent, on va dire, oui, c'est au changement des saisons. Pourquoi pas?
ça correspond en fait à l'imagerie traditionnelle ancienne chinoise. Enfin, c'est l'imagerie qu'on a voulu coller. Je suis pas vraiment sûr que ça soit vraiment comme ça dans les classiques chinois. Mais voilà, c'est une sorte d'entretien pour un sportif, quelqu'un qui a l'habitude de pratiquer le yoga. C'est vrai que l'ostéo, moi, quand je parle avec lui, il me dit régulièrement, enfin mon ostéo, il me dit une fois par trimestre, c'est pas mal. Voilà. Ouais, voilà. On a des... Et du coup, est-ce que tu penses que c'est intelligent de coupler les deux? C'est-à-dire, par exemple, faire ostéo et shiatsu quasiment d'affilée? Et dans quel ordre tu les ferais, toi? Tu vois, c'est une question souvent qu'on m'a posée aussi. J'ai des gens qui viennent me voir et qu'on fait une séance d'ostéo tout de suite avant. Là, généralement, non. Faut laisser reposer l'ostéo 48 heures aussi. Oui, c'est le même principe. Hein. Il faut attendre qu'il y ait l'effet rebond, l'effet Mencken. Hein. Un ostéo qui te fasse du cracking ou pas, il va y avoir de toute façon cette décompensation nerveuse. Donc il faut que le temps au corps quand même qu'il assimile l'information, qu'il reparamètre tout l'organisme. Donc 48 heures, c'est le minimum quand même. Par contre, oui, c'est très complémentaire. Ah bah absolument. Te dire après, savoir qu'est-ce qui vaudrait mieux en premier, l'ostéo ou le shiatsu, je sais pas. C'est très très complémentaire dans le sens, comme je te disais, c'est vrai que l'ostéopathe a comme une vision beaucoup plus squelettique, du système squelettique corporel. Nous, on a plus une vision autour des tissus mous, bien que maintenant, pas mal d'ostéopathes quand même s'intéressent à la médecine chinoise, au massage, donc le cracking a quand même vachement moins le vent en poupe. Heureusement. Dernièrement, j'ai lu un article qui disait que tout ce qui va être cooptation, manipulation avec les capsules et les bulles comme ça de synovie qui se créent, il y a des études qui ont prouvé que à redondance, ça peut extrêmement léser en fait le système articulaire et notamment le cartilage. Le shiatsu n'a pas vocation au cracking. Moi, j'ai quelques méthodes, quelques techniques. Je ne suis pas habilité à le faire, mais sur certaines personnes, si je sens que ça va le faire, je le fais. Bien. Mais pour travailler en profondeur, là où moi je conseille à des personnes, écoutez, là, il y a quelque chose qui bloque. Donc, je sens bien que c'est squelettique. Donc, je conseille d'aller voir un ostéo, par exemple. Attendez que la séance de shiatsu fait son effet, et puis appelez votre ostéo, voir si vous pouvez le prendre d'ici 3 ou 5 jours, par exemple. Et inversement, les personnes ont été voir leur ostéo dans la semaine et viennent me voir après pour avoir un complément, pour se sentir encore plus détendu. Ça va, c'est vraiment je dirais pas qu'il y a un ordre particulier. Ça, c'est à chacun de voir en fonction de son calendrier aussi. Aussi, oui, également. On parle beaucoup et de plus en plus des automassages, notamment en parlant de points de compression, de points de pression sur ces automassages. Est-ce qu'il y a un lien avec le shiatsu et les automassages? Oui, complètement. Ah oui, il y a vraiment un lien. L'automassage est enseigné par certains maîtres de shiatsu. Alors, je pense notamment à Masunaga qui a été un grand enseignant de shiatsu au Japon dans les années post-guerre. C'est quelqu'un qui a énormément rayonné dans le monde occidental parce qu'il a apporté une vision du shiatsu un peu révolutionnaire. Enfin, entre guillemets, il a voulu recoller un peu à la tradition ancienne, notamment en se replongeant dans la tradition chinoise, mais à sa propre sauce, en interprétant lui avec sa vision purement japonaise aussi. Et quand tu prends les livres de Masunaga, il y a les traitements d'auto-shiatsu, mais même dans la littérature Shinamikoshi, c'est complètement un praticien shiatsu en fait. Il est important qu'il fasse attention à sa santé parce que c'est une pratique qui est assez, on va dire, comment je pourrais dire, qui est physique, qui est vraiment une pratique physique. Souvent, donc il y a l'image de la pratique au sol. Alors, ce qui est vrai, le shiatsu se pratique au sol pour la tradition. Bon, ceci dit, là, je vais mettre fin à un tabou. Quasiment tous les Japonais travaillent sur une table. Moi, je travaille sur une table depuis 6 mois parce que j'ai plus grand. Avant, une table dans le cabinet que j'avais, ça arrêtait un petit peu léger pour que je puisse avoir vraiment la place pour moi circuler autour. Mais l'apprentissage, moi, je donne toujours l'apprentissage au sol. Voilà. Parce que c'est les bases. C'est la tradition, mais en même temps, le sol est ton meilleur ami, ton pire ennemi. Là, c'est purement physique. Plus tu es près du sol, plus ton centre de gravité est près du sol, plus tu pèses lourd. Donc, ça te force en fait à déployer des efforts musculaires autres
que les efforts musculaires classiques. Donc, ça t'apprend à économiser, ça t'apprend surtout à bien te placer, à bien positionner tes segments musculaires, tes segments articulaires, à travailler avec le transfert du poids du corps, tout ce genre de choses. Et Donc, c'est éviter des la choses qu'on va pouvoir développer dans la prochaine interview. Ah, Exactement. Et donc voilà, ce travail au sol, qui la plupart des praticiens avec la posture en Seiza, par exemple, toutes ces choses-là qui peuvent être à longueur de journée quand même fatigantes pour les genoux, surtout pour nous occidentaux, quand on ne fait pas le gabarit des Japonais. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Et puis on n'a pas la même. Je regardais justement en physio, il y a un document qui est sorti là et qui disait qu'on n'avait pas la même cambrure. Les Japonais ont le Oui, dos tout beaucoup à plus fait. droit et ont Oui, oui, des fessiers et des dorsaux plus développés. Ce qui explique exactement. que Oui, on a tout le temps l'impression que les Européens sont penchés, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas la même mais morphologie comparé aux Japonais. exactement. Exactement. Oui, 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 notre courbure vertébrale n'est pas du tout la même. Hein. Hmm, Et même, hein, si tu prends effectivement les populations africaines qui ont une courbure de coup encore plus prononcée aussi. oui. Voilà, donc ça y joue tout ça, hein, parce que ça va y jouer du coup sur quand tu es assis en César, ça va y jouer aussi sur le transfert du poids sur les genoux, sur les chevilles. Et puis, bah, évidemment, bon, la morphologie d'un japonais, ils sont quand même un peu plus petits que nous. Voilà, ils ont et puis un corps qui s'est adapté à travers les générations aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, pour nous, travailler en César, c'est très important aussi. Ça crée aussi des choses intéressantes. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes aussi européens, quoi. Donc, le travail à genoux toute une journée pendant de nombreuses heures, moi, je veux bien. Mais à un moment donné, nos ménisques, ils vont morfler quand même. Hein. On n'y est pas habitué depuis tout petit. Exactement, on n'est pas habitué aussi depuis tout petit. Donc voilà, donc c'est quand même un métier de contrainte physique où tout le corps s'engage, où il faut remuscler les muscles profonds. Hmm. Parce que ce sont ceux-là qui vont travailler hein, en priorité, chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre vie moderne. Tous les muscles posturaux, etc. Pas travailler avec la force, pas travailler avec la volonté, avec l'idée de puissance, parce que là, c'est clair et net, c'est la lésion assurée, hein, la lésion du pouce, la lésion des épaules, etc. Donc l'automassage, ouais, c'est important, évidemment. Maintenant, il y a un truc vraiment qui m'agace profondément, c'est tous les trucs que tu peux voir sur Internet, Facebook, tous les petits tutos sur YouTube, on dit appuyer sur tel point. Alors il y en a un qu'on connaît, qu'on voit partout, c'est le fameux Hmm. voilà, point entre l'index et le pouce, qui est le quatrième point gros intestin, le fameux roku. Alors on te met tout et pléthore dessus, va soigner tes maux de tête, va te faire entretenir le transit. Voilà, tout y passe. Alors, si tu prends la littérature chinoise en tant que telle dans les points, oui, ils te le disent. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça s'intègre dans un système. Hmm. C'est pas en appuyant sur un point, même si ce point, on sait très bien que les points d'acupuncture ont des réalités physiologiques. Il a été montré dans des études qu'ils ont en fait une électrorésistance moindre par rapport au reste d'autres endroits du corps. Ce qui fait qu'ils ont une capacité, ils ont vraiment ils ont un système, souvent en plus sont des grands carrefours artéraux, vasculaires, nerveux, etc., lymphatiques. Beaucoup de croisements se retrouvent là, sont des carrefours en fait hein, de notre système biologique. Donc évidemment, en pressant sur des endroits, tu auras des effets, disons, très importants sur tes fonctions organiques. Mais de là à te dire qu'en faisant ça, en frottant dans un sens, dans un autre, ça ne s'invente pas en fait. Si on ne l'a jamais fait, on ne sait pas comment le faire. Il faut en référer quand même à quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, si on va vraiment avoir des effets. Et puis, il n'y a pas de point magique, entre guillemets. Hmm. Ça Et tout ce qui s'inscrit est dans un rouleau de système. massage, etc., est-ce que ça a du sens et est-ce que c'est Ouais. dangereux pour un praticant lambda? Les outils ont toujours fait partie en fait de la médecine traditionnelle. Mais elle n'est pas qu'asiatique, hein, Hmm. traditionnelle même en Europe. Hein, on a toujours utilisé La balle de des, massage, c'est assez ancien aussi. ouais, bien sûr. Même nos ancêtres, hein, l'aiguille d'acupuncture qui était faite en os, on a retrouvé, hein, même chez Néandertal, hein, des aiguilles en os qui servaient à la stimulation, à l'acustimulation sur la peau, des choses comme ça. Donc, ce sont des vieilles médecines quand même, hein, et les outils ont toujours été utilisés. Hein. Hmm. Donc, oui, je pense qu'ils ont leur intérêt. Maintenant, tous les trucs qu'on nous vend maintenant sur Internet avec 36 000 machins, bon, on nous prend tout le temps des tas de trucs, tout ça c'est du business, hein, que tu y trouves sur Amazon, sur Wish ou compagnie. Je dis pas que ça fonctionne pas, je dis que c'est intéressant. Est-ce que des fois ça vaut le coup de mettre l'argent là-dedans?
Je sais pas, chacun voit. Moi, je trouve que des fois, tu sais, tu prends, tiens, un truc tout bête, tu prends ton crayon à papier, tu viens stimuler, tu vois, ne serait-ce que, tu vois, par exemple, le point, tu le stimules, tu le presses. Voilà, on a des outils en médecine japonaise qu'on appelle, ce sont des outils qui servent en fait ce qu'on appelle le shonishin. En fait, c'est utilisé pour, pour le toucher dermite des enfants en acupuncture pédiatrique. Voilà. Au Japon, on fait attention aux enfants, hein, ils sont très importants, de fait, hein, il n'y en a pas des masses. Et puis bon, on y prête quand même pas mal attention, ils sont quand même assez choyés. Et on évite l'acupuncture sur les enfants, surtout en bas âge, parce que c'est traumatisant quand même. Même si c'est pas spécialement douloureux, les Japonais ont développé des tas de techniques pour que l'acupuncture soit pas douloureuse. Mais on évite quand même sur un enfant pour ne pas le traumatiser, pour pouvoir réussir à le traiter régulièrement, aucun problème. Et donc, ils ont plein de petits outils comme ça. Et il y en a un que j'utilise très souvent qui est. Voilà, donc c'est ça en fait. Bon, il y a différentes tailles. Il y a des modèles un peu plus grands. C'est en métal. Alors, celle-là est en argent, elle existe en or, mais bon, ça ne sert à rien. Hein, on ne va pas acheter aussi cher pour un outil. Et comme tu peux voir, voilà, en fait, il y a un côté pointu, il y a un côté arrondi. Pour faire des stimulations différentes en fait au niveau de la peau. Et en fait, c'est de l'acupuncture non invasive. Voilà, tu vas pouvoir appuyer pour stimuler ou pour détendre des zones de tension, selon les côtés que tu choisis, qui ne traumatisent pas. Donc voilà, c'est des outils. Et il y en a pas mal, par exemple, chez les enfants, chez les chiens. Mais tu vas retrouver des tas de choses comme ça. Hein. Tu vas retrouver, par exemple, dans la réflexologie plantaire, Thaïlande, etc. Ils ont des petites cales en bois, ce genre de choses pour aller appuyer profondément. Il y a ce qu'on appelle aussi, dans la médecine chinoise, ça, ils en ont plein. Il y a aussi l'acupuncture, le Jian Shan, qui est une acustimulation faciale qui est d'origine vietnamienne, où ils ont des petits rouleaux avec des petits picots, comme ça, ils viennent passer sur le visage. Mais sans aller jusque-là, c'est Vincent Folk qui est spécialiste en médecine traditionnelle japonaise, qui est venu sur Paris lorsqu'il est venu l'année dernière faire un stage ici en Normandie. Quand je l'avais invité, il a dit voilà, sur le truc c'est bien, mais si vous n'avez pas sous la main, prenez un simple cure-dent et ça fera tout aussi bien son effet. L'essentiel en fait, c'est de créer une stimulation au niveau de la peau qui va créer du coup en fait une information neurologique et qui va en mettre derrière tout un processus en fait. C'est une agression en fait. Là-dessus, alors ça je le dis souvent en fait en patient, ils sont épatés, mais je fais oui, mais quand on fait du shiatsu ou l'acupuncture, c'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de médecine douce, il n'y a pas de médecine douce. La médecine a des effets secondaires, qu'importe la médecine, qu'elle soit traditionnelle, naturelle ou quoi que ce soit, ça a des effets secondaires. L'effet secondaire du shiatsu va être une décompression nerveuse et quelquefois ça peut aussi avoir des courbatures, ce genre de choses. Et donc, évidemment, c'est la stimulation corporelle et le corps va mettre en place après tout son processus de protection, de défense, système immunitaire, etc. pour dans la zone qui a été touchée, voilà, que tout vienne à cet endroit-là. Les outils, ouais. Moi, je suis, s'il y a des gens, moi, je suis les balles de tennis, tout bête, à faire rouler sous la pied, les boules de Qigong, tu vois, dans la main, ne serait-ce que pour travailler les muscles de la main, voilà, les rouleaux, pourquoi pas, les rouleaux de massage, etc. Mais le plus simple possible, quoi. Faut pas s'embêter avec. Oui, il faut pas aller chercher quelque chose d'extrêmement cher pour pas grand-chose. Ouais. Faut pas non plus tomber dans le piège. Bon, il y en a un qui débunk pas mal aussi, tout ça, c'est Major Mouvement, je pense que tu dois connaître. Oui, je suis aussi, oui. Qui est bon pour débunker tous les outils qu'on peut trouver. Est-ce que tu penses que le shiatsu est un moyen de travailler la pleine conscience? C'est un pont avec la pleine conscience. Je vais t'embêter, qu'est-ce que tu entends par pleine conscience? Alors, on va parler d'être totalement conscient dans l'instant présent, d'être conscient de ce qui se passe autour de nous et d'éviter d'avoir les idées qui volent un peu partout, de papillonner dans la tête et fixer la conscience, quoi, en fait. Oui, fixer la conscience si tu veux. Ouais. Voilà, ouais. Oui. Alors j'aime bien ce terme-là, fixer la conscience, parce que ça me rappelle un peu quand même l'idée du Zanshin, l'esprit de vigilance quand même. Bon, qui est très propre à nos pratiques martiales, mais qui se retrouve dans la pratique du shiatsu, et même complètement, parce qu'on est en permanence vigilant en fait à la personne qu'on a sous la main. On va être vigilant à plusieurs niveaux, parce que on a quelqu'un qui vient nous voir qui souvent a des problèmes de santé. Donc déjà, il faut être vigilant.
si suite à nos pressions, si suite à nos manipulations de travail, ça crée chez la personne des symptômes qui ne sont pas spécialement, on va dire, agréables, mais qui en plus peuvent être des informations sur une maladie connue, voire même carrément inconnue. Moi, ça m'est arrivé, hein, des personnes viennent me voir, j'ai dit, écoutez, là, il va falloir aller voir un médecin généraliste, creuser un peu, parce que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et de fait, ils revenaient après, un peu plus tard, en disant, effectivement, on m'a détecté un truc, c'est ça. Voilà, au moins on agit en prévention, et je trouve que c'est important. Déjà pour nos méthodes, comme ça permet d'avoir une certaine accréditation vis-à-vis des pouvoirs politiques et des pouvoirs médicaux, lors des médecins. C'est-à-dire qu'on est, on n'est pas sectaire, on ne cherche Oui, on n'est pas à pas. part et le shiatsu a la solution à tout. Ouais, exactement. Et absolument pas. Alors là, moi je travaille, comme je dis, hein, j'ai des amis kinés, je travaille aussi avec des médecins généralistes, d'autres thérapeutes, pour créer justement des alliances thérapeutiques avec plusieurs pour des personnes, ce qui est vachement plus intéressant, quoi. Et donc voilà, cette idée effectivement de fixer l'attention, fixer la conscience pour déjà être vigilant sur la personne. Deuxièmement, évidemment, il va falloir aussi être vigilant à ton travail, à l'instant T, en fait. Lorsque tu vas presser sur le corps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que tu ressens sous la main, sous le doigt, sous le pouce? Savoir écouter tout ce qui se passe à l'intérieur du corps, ressentir. Ça peut être les soupirs de la personne, que ça peut être les soupirs d'aise ou les soupirs de malaisance, que ça peut être aussi tous les bruits corporels, parce que il y en a beaucoup en shiatsu, hein, dès qu'on commence à mettre les doigts sur le corps, tout ce qui va être, on va dire, en cascade, par rapport justement à ces influx nerveux, les informations, la douleur référée, tout cela, aux organes vitaux. Voilà, au niveau de la cavité abdominale, il va se passer des choses. Il va y avoir des gargarines, des choses comme ça. Ça va glouglouter, quoi. Goli goli, comme disent les Japonais. Donc on a à la fois effectivement cette fixation de la chose que l'on fait à l'instant T, de la pression, et en même temps cette vigilance périphérique, qui est très propre effectivement au zen. Moi, j'ai pratiqué un peu le zen il y a quelques années. Je pratique pour moi. Alors, quand je dis j'ai pratiqué un peu le zen, j'ai voulu m'instruire un peu là-dedans. J'en ai fait quelques temps dans un centre zen sur Caen. J'ai lâché le côté vraiment spirituel, enfin disons religieux, liturgique, cérémonial, tout ça qui ne m'intéressait pas. Moi, j'y venais vraiment pour trouver quelque chose, trouver en fait une compréhension du corps-esprit, de l'alignement de tout ça, la respiration, etc. Mais tous les matins, je me lève. De toute façon, moi, je pratique pour moi tous les matins, préparation physique à différents échelons. Soit c'est mes entraînements personnels pour le karaté, soit c'est du renforcement musculaire. Mais je commence toujours par un quart d'heure de zazen. Toujours. C'est important, surtout à 7 heures du mat', quand tu as les yeux un peu comme ça. Moi, ça te réveille en douceur avant de passer à autre chose. Donc voilà, c'est cette vision à la fois de fixer l'esprit sur un point, mais en même temps de conserver la périphérie. Et qu'on a en shiatsu, effectivement, le zanshin, il est là, hein, vraiment. Et est-ce qu'en tant que cobaye, en tant que patient, ça justement, ça aide aussi à avoir une meilleure conscience de son corps, à être plus conscient de son corps et peut-être à se fixer un peu plus? Ouais, je pense. Souvent, les gens me disent après, pendant la séance, ils se doutaient même pas d'avoir mal à cet endroit-là. Donc, ce qui fait qu'en fait, ils avaient squeezé vraiment, en fait, une partie de leur corps. Pour X raison, hein, parce que voilà. Alors, très souvent, c'était suite à des traumatismes, par exemple. C'est humain, hein, imaginons que tu as eu une fracture du poignet, pendant X temps, ton poignet, tu l'as oublié parce que le temps de la reconstruction, évidemment, tu ne vas pas le mobiliser. Et donc, ça s'éteint un peu dans ton cerveau. C'est comment ça s'appelle, l'homonculus. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette représentation de la cartographie du cerveau avec les différentes parties des neurones qui correspondent en fait au corps. On s'aperçoit que dans certaines zones du corps, ils sont proportionnellement en fait plus importants selon là où il y a le plus de références neurologiques. Alors évidemment, dans le cerveau, il y a des zones qui vont s'éteindre. Alors, pas complètement, c'est sûr. Elles sont en veille. Voilà, elles sont en veille. Et donc, quand on va aller travailler sur ces zones-là, ça va revenir en fait à la tête de la personne. Alors, évidemment, ça va venir avec un peu de douleur.
Parce que à cet endroit-là, les muscles se sont atrophiés, donc il y aurait une moins bonne irrigation sanguine. Il y aura aussi toute l'information sensitive, névralgique qui va s'installer aussi, parce que ça a été des points qui ont fait mal à une époque, donc on a préféré les oublier. Mais à côté de ça, effectivement, ça leur permet de se rendre compte, comme je disais, dans quel état ils sont physiquement, et de se dire, bah mince, je ne m'attendais pas à être comme ça. Donc il y a une sorte de prise de conscience, de se dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, c'est tout le schéma thérapeutique, hein, c'est tout le principe de l'alliance du thérapeute, c'est la différence avec le médecin, entre guillemets. Pour moi, à mon sens, le médecin diagnostique, il donne la solution, point barre, tu te débrouilles. Le thérapeute est là dans l'accompagnement, il est là pour rééduquer la personne, l'aider, l'apprendre un peu alors pas l'apprendre par la main, mais surtout l'éveiller à sa prise de conscience et à avancer en fait. On fonctionne ensemble, hein, il faut fonctionner ensemble, de toute manière, sinon ça ne marche pas, l'alliance thérapeutique ne fonctionne pas. Et donc, voilà, et effectivement, il peut y avoir cette idée de prise de conscience chez la personne qui peut l'éveiller, l'amener à reprendre sa santé en main, ce qui est le but. Reprendre sa santé en main, surtout maintenant avec ce que la médecine nous prépare dans les années à venir, de plus en plus privatisé, de plus en plus, on va dire, télétravaillé maintenant aussi. Là, le jour, pour la petite anecdote, comme je suis abonné en fait au site d'Elsevier Masson, les éditeurs, qui sont spécialisés dans la médecine conventionnelle. Le jour, je reçois sur ma boîte mail en fait le premier livre de conseils pour la télémédecine. En fait. Voilà, édité chez Elsevier Masson. Et là, je me dis, ça y est, le truc est en marche. De toute façon, ça va être l'hospitalisation courte, ça va être des consultations par téléphone ou par Internet. Donc, il y a une coupure qui s'installe entre la médecine et puis les patients. Donc, le médecin n'a pas le temps, on sait bien, en moyenne, je crois, dans un cabinet, c'est 2 minutes. Hein, alors, ça tombe encore plus dans les grandes villes que dans les petites villes. Non, un médecin n'a pas le temps, il voit 50 personnes dans une journée. Et il n'a pas le temps de demander à Pierre-Paul et Jacques comment ça va. Il ne peut pas. C'est pas pour leur jeter la pierre. Hein. Ils sont aussi victimes d'un système. Hein. Dans un sens, des fois, ils l'ont un peu créé, mais ils sont aussi, du coup, aussi la victime. Et donc, voilà, je pense qu'il va être important et intéressant pour des praticiens thérapeutes derrière de prendre le temps avec les personnes, de les rééduquer, de les faire avancer dans leur conscience d'eux-mêmes, dans leur reconnaissance corporelle, psychique, etc. Mais merci, c'est très intéressant. Et puis, on va arriver à la fin de l'interview. Tu vas nous raconter énormément de choses intéressantes. Je rappelle qu'on en fera une deuxième... donc juste en suivant, qui sera publié un peu de temps après, je ne peux pas vous dire combien de temps exactement, mais ça va sortir, sur donc vraiment alors, le rapport avec les arts martiaux et ce que ça peut changer dans la pratique de faire du shiatsu. Si du coup on veut te retrouver, par où on passe pour s'inscrire, pour suivre tes cours shiatsu du coup? Alors, il y a le site internet, www.shiatsunormandie.fr, donc on arrive directement sur le site internet de l'ENTS. Ça sera en lien juste en dessous, hein, vous inquiétez pas. Sinon, je suis pas mal actif sur Facebook. J'ai ma page du cabinet qui est cabinet Olivier Vaillant, cabinet Shiatsu Normandie. Où alors je m'en sers à la fois autant que pour le cabinet, mais aussi j'y jette mes réflexions, j'y jette mes informations. Je mets un peu de culture japonaise à côté, voilà, pour que ça agrémente un peu la page. Et puis il y a la page Facebook aussi de l'ENTS, voilà, ça se trouve facilement École nationale de thérapie Shiatsu. Donc, il y a la section Normandie, il y a la section Ardennes aussi de Piotr, voilà, qui se crée là nouvellement. Donc voilà, pour retrouver, c'est pas compliqué. Non, c'est pas très dur. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur le shiatsu et que je t'ai pas posée? Quel était toi ton avis sur le shiatsu? Quelle était en fait, disons, ta connaissance avant qu'on en parle? Ah, alors ça c'est une question pour moi du coup. Ouais, pour toi. Alors, une question pour moi. Moi, ma connaissance du shiatsu, assez faible. Alors, je comprenais bien que c'était appuyé sur certains tissus mous. Ça, j'avais bien compris le principe. Moi, je n'ai jamais fait de massage shiatsu réellement. J'ai jamais été massé, voilà, ni en tant que pratiquant, ni en tant que patient. J'ai jamais eu l'occasion. Quand je passerai en Normandie, je passerai te voir, je prendrai une séance. Je t'ai invité, hein, tu viens quand tu veux. C'est noté, tant pis pour toi. Je te remercie.
Mais voilà, je connaissais pas du tout. De loin, si tu veux, c'est quelque chose qui m'intrigue, comme énormément de choses, comme l'acupuncture, comme l'acupuncture. Voilà, ce sont des choses qui m'intéressent, qui, je pense, sont très pertinentes dans le cadre de la préparation physique et de la préparation mentale. Mais que j'ai pas encore pu essayer. Et c'est pour ça que c'est vraiment une joie de pouvoir en discuter avec toi, de voir un peu plus, de comprendre. Parce que je pense que quand on va quelque part et qu'on sait un peu plus pourquoi on y va, on en tire peut-être de meilleurs bénéfices encore. Oui, Et, tout à fait. et donc du coup, ça me donne encore plus envie d'y aller. donc, Ah bah, oui, mais tu es la bienvenue quand tu veux bah, pour revenir. Je suis très ouvert. Hein. Moi, j'aime beaucoup. On en a parlé l'autre jour. Hein, mm, je fais venir d'autres personnes. Il y a eu David mm, Constant, qui a profité de son séjour en Normandie. Le hasard fait qu'en fait, bon, ça fait un petit moment que je le savais, il est normand. Hein, et il est né, oui, il a fait sa petite enfance, sa prime enfance dans une petite ville côtière, juste frontière à celle où moi j'ai passé mon adolescence en fait. Bon, à quelques années près, on aurait pu se croiser, on l'a jamais fait, dommage. Mais comme on se suit sur les réseaux sociaux depuis pas mal d'années, donc voilà, ça fait déjà il y a 2 ans il devait venir, mais il y a eu ces histoires de Covid, donc il n'a mm. pas pu. Là, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai su qu'il revenait en Normandie. J'ai dit, écoute, tu viens quand tu veux. Et il est venu, il en a profité. Il est venu avec sa femme. Et ça tombait en semaine sur un petit groupe que j'ai en cours semaine. Mm. Comme ça, il a pu venir apporter, lui, un peu de culture du Japon, un peu de vision. Et puis, comme il pratique aussi Shiatsu à côté avec Irie Sensei, en plus, bien sûr, du Koko Dojutsu. Mm. Voilà, il a pu aussi donner un peu la vision du Shiatsu qu'il pratique chez Eri avec Irie. Voilà, moi, je suis l'école, elle est super ouverte en fait. J'ai horreur du sectarisme. J'ai horreur de ces trucs-là. Je pars du principe que, bon, quand on s'engage dans une branche, on le fait, mais on a le droit de s'ouvrir à l'extérieur. Disons, c'est garder un fil conducteur, mais ouvrir son horizon. Ça revient à la même idée de ces histoires de pleine conscience, c'est-à-dire avoir un focus sur quelque chose, pas oublier que c'est le point d'ancrage, mais il ne faut pas non plus se fermer à la périphérie. Mm. Et donc, c'est pour ça, moi, la porte est toujours ouverte à des personnes qui viennent apporter des connaissances extérieures. Alors, de préférence, soit autour de la santé et de la médecine, Mm. de l'Asie, Japon aussi, bien sûr, en priorité, mais pour que ça puisse apporter, on va dire, une sorte de, notamment surtout aux élèves, quoi, que ça puisse ouvrir leur horizon, que ça leur dise, tiens, ça, c'est vachement cool, il y a des personnes extérieures qui viennent, ça crée une synergie, il y a un petit côté un peu familial, et voilà, je trouve ça sympa, quoi. Oui, et puis ne pas rester enfermé dans ses idées, c'est aussi se donner l'opportunité d'évoluer. Ben Parce que... oui, je me mets tout le temps des coups de pied au cul, en fait. En fait, alors comme souvent je tape un peu du poing sur la table, on estime que voilà, en ce moment, on traite un peu de sectaire, alors que pas du tout. L'idée, justement, c'est de bousculer un peu, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce que je suis le premier, en fait, à me mettre des coups de pied. Mm. Je suis le premier tous les matins en me levant en disant, tout truc tout bête, hein. Je serais bien resté au lit ce matin, mais non, tant pis, je me lève comme d'habitude, je vais faire mes exercices, je vais aller pousser un peu la machine. Et puis après, dès que j'ai un moment de libre, bon, je prends du repos aussi, je t'assure, hein, Mm. mais j'ai le nez dans des bouquins, j'achète des bouquins, je me documente, je m'informe, je recherche. Et puis et puis surtout, j'hésite pas à tout ce que je pensais être vrai à une époque, à me dire ah ben non, là j'ai la preuve par 4 que non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est ce que je croyais, mais non. Donc en fait, je balaye toutes mes connaissances et mes croyances et je remets à jour et je repars sur autre chose. Le droit à l'erreur, c'est nécessaire quand on veut progresser, de toute façon. Si on ne se Et donne pas le oui, droit à l'erreur nous-mêmes, on ne progresse pas. et être conscient de ses erreurs, c'est-à-dire on s'est Mm. loupé. Et on reprend avec cette idée de Shoshin aussi, toujours, tu Mm. vois, en toile de fond. L'esprit débutant, de se dire, OK, il y a plein de choses que j'ai apprises, mais toujours l'idée, est-ce que ces choses-là sont vraiment si pertinentes? Est-ce qu'il n'y a pas mieux ailleurs? Ou est-ce que c'est pas un peu différent? Est-ce que je peux Mm. pas cumuler avec autre chose? Ne jamais être sûr à 300% de sa connaissance. Mm. Se dire, tiens, bah là, je me suis gouré. Mais à culpa, je me suis gouré j'étais persuadé, là, je me suis planté. Et je le fais même je le fais avec mes patients. Je dis, bah là, il y a des gens, je dis, bah là, je me suis complètement gouré. Et ça arrive comme tout le monde, hein, des fois, la maison au guidon, on est persuadé de son truc. Et on n'a pas vu, des fois, juste le petit truc, la perche qu'on nous tendait. Mm. Et là, bon, bah là, je me suis gouré. On a fait 10 séances, ça n'en servait à rien. Maintenant, je viens de comprendre.
Mais oui, Et mais donc c'est voilà, comme ça qu'on peut. mais la combat, cette séance-là, je vous la fais gratos parce que je vous ai fait juste avant, dans le vide en fait. Eh oui, ben, c'est bien, c'est voilà, c'est la franchise, l'honnêteté, il n'y a que comme ça qu'on attire Ouais, aussi ouais, c'est les gens important. honnêtes et qui ont envie de progresser ou qui ont envie de Ouais. vraiment suivre le cursus. Là, je vais Ah, faire un petit peu de pub, voilà, donc, pour Shiatsu France, voilà, qui est l'association dont je parlais, qui offre beaucoup pour la popularité du Shiatsu en France. Antoine hmm. Dinovi est le fondateur. Et voilà, je prends celui-là parce qu'en plus, c'est Monsieur Okamoto voilà, qui est en couverture. Voilà. Donc, Ah, c'est si tu as chouette. voilà, si l'occasion de repasser vite fait, c'est un Oui. petit magazine hein, sympathique. Voilà, alors, et bien sûr, il est surtout très présent sur les réseaux. Antoine, il faut beaucoup de trucs si tu veux aller voir sur leur site internet. Ben, on le mettra Il en y a- lien. Ouais, tu peux. Il y a, mais je sais plus c'est quoi bah, tu mets sur Google Shiatsu France, tu trouveras. Et Ok. il y a tout un blog en plus qui est sympathique avec plein d'articles sur le shiatsu. Toujours tourné de façon simple parce que le but c'est vraiment que le shiatsu soit plus popularisé. Hmm. Et que l'idée d'Antoine c'est en fait de faire monter le shiatsu en sauce en France par la base pour que les gens connaissent et que la masse en fait à un moment donné se dise ah ouais, que ça vienne de plus en plus aux oreilles des dirigeants, Et des donc mutuelles. le magazine parle de quoi exactement? C'est. La magazine part du shiatsu sous toutes ses formes. Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est le dernier en date. Il n'y en a que deux par an, hein, parce que c'est du petit tirage, c'est vraiment Hmm. réservé en fait aux abonnés. Donc là, voilà, tu vois, tu as un dossier photo avec Okamoto. Donc, souvent, ce qu'il met dedans, c'est une petite partie des protocoles, parce que selon les styles de shiatsu, il y a tous des protocoles différents, des katas différents, en fait. Hmm. Hein. Dans celui-là, que je trouve très intéressant, tu vois, par exemple, premier article, c'est tu vois, la différence entre la France et le Japon par rapport au shiatsu concernant le métier. Hmm. Donc, il y a des informations justement autour de la pratique du shiatsu, du métier, etc. Quelles sont au niveau légal les différences, surtout en France, quoi, parce que bon, bah, il y a pas mal on est pas mal limité en France, niveau juridique hein, là-dessus. Malheureusement, ça verra. J'espère que ça viendra. Hein. Il fait beaucoup en fait d'informations, une petite interview aussi du fils de Nami Koshi. Donc, je te parlais de toute façon de la Japan Shiatsu College. Là, donc tu peux trouver des photos, trucs comme ça, l'interview du représentant actuel en France de la Japan Shiatsu College, au Japon, pardon, pas en France. Merci beaucoup, merci Olivier pour le temps que tu as Avec pris. plaisir, Marine. Merci Maintenant, à vous. c'est vraiment à vous de jouer. Sans vous, ça sert quasiment à rien qu'on fasse cette interview, donc partagez-la. Parce que ben, ça touchera un maximum de gens, ça permettra de faire connaître le shiatsu, parce qu'il y a plein de gens comme moi qui ne connaissent pas le shiatsu, j'en suis convaincu. Et peut-être que ça pourra pousser quelqu'un qui a des problèmes à aller voir un praticien et ça pourra le débloquer, ça peut être que bénef. Je vous dis à très vite. Ciao. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.